Eh bien, salut Benjamin, comment vas-tu? Salut Pierre, bah écoute, aujourd'hui ça va très bien, il fait beau, pas trop chaud parce qu'il y a du vent. Voilà, je profite du soleil du sud, donc tout va bien. Mais écoute, je suis super content aujourd'hui d'être avec toi, Benjamin. Je vais essayer de te présenter dans les grandes lignes parce que t'as quand même un certain CV, t'as fait tellement de choses dans ta vie, je trouve ça assez impressionnant. Euh, Déjà, je suis tombé il y a quelques jours sur le fait que t'as déjà déjeuné quand t'étais jeune, dîné quand t'étais jeune avec Mike Horn, l'une des idoles de pas mal d'aventuriers au monde et je trouve ça chouette. Mais au-delà de ça, tu as fait des études d'ingénieur, tu es originaire de Bretagne, dans une famille quand même relativement aventurière, je dirais. Lors de tes études, tu fais un premier gros trip où tu fais Turquie et Chine en stop. Mm. T'enchaînes un peu les aventures en Afrique. Tu te retrouves à San Francisco. Tu travailles pour une boîte qui fait des hackathons dans la tech. Et c'est là-bas que je pense que c'est en 2017, tu as une première réalisation un peu sur le plastique en l'occurrence. Tu cofondes ensuite une boîte qui s'appelle Plastic Odyssey, qui a Mm. pour but de sensibiliser sur les thématiques du sujet plastique. Donc on peut dire que tu es rentré un peu dans ces thématiques de transition écologique il y a près de 6 ans maintenant. Tu as quitté cette aventure il y a quelques années pour cofonder Objectif Zéro et ensuite Expédition Zéro, l'un ou l'autre, l'un après l'autre. Euh, Notamment en faisant des expéditions qui respectent 3 zéros, zéro déchet, zéro neuf et zéro émission carbone. Ouais. Tout ça, c'est ton CV et j'aime à penser que ça ne dit rien de toi, Benjamin. Donc si tu devais te définir autrement que par tes expériences, et je te posais la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu me dirais? Wow, ok. C'est là que le CV est bien utile pour balancer un discours que tu t'es entraîné à raconter. Euh, non, moi je suis le quatrième d'une famille nombreuse de 5 enfants et j'ai 4 sœurs. Euh, et donc j'ai été à ma petite sœur, elle a 9 ans de moins que moi, donc j'ai été longtemps petit dernier, je pense, forcément. Et ça a créé chez moi, bah, j'avais un peu envie, tu vois, je faisais un peu mon intéressant, j'avais un peu la bougeotte, j'étais un peu toujours excité, j'étais un peu un, pas un perturbateur, mais j'étais un peu un électron libre, on va dire. Et voilà, et ce qui me définit, c'est vraiment cette excitation, cette grande curiosité, cette envie de toucher à tout, qui m'a fait justement bah voilà, réaliser plein de projets différents, vivre et voyager un peu partout dans le monde, avoir constamment envie de toujours découvrir d'autres choses. Donc ça me définit pas mal. Je suis plutôt nomade que sédentaire. Ça, c'est un truc qui me porte beaucoup. Et j'ai une espèce de passion absolue de découvrir, d'explorer, qui m'a amené à faire de l'aventure. Et de fil en aiguille, cette soif d'aventure m'a amené à vouloir protéger l'environnement parce que toutes ces aventures, elles se déroulent dans des paysages entourés de faune, de flore magnifiques. Et à un moment, ça fait clic et on se dit bah, pourquoi pas protéger tout ça. Donc c'est ça qui m'a amené à ça. Et cette quête de sens et cette soif d'aventure m'ont permis depuis quelques années de me sentir beaucoup plus aligné Hmm. que là, alors qu'avant j'ai fait quand même pas mal je sais pas, de moments un peu déprimants, franchement on peut le dire, de dépression sur mes choix de carrière, sur le fait de me chercher, sur le fait d'être complètement perdu dans cette société où je comprenais pas trop quelle était ma place. J'ai fait des études d'ingénieur alors que je suis pas du tout bricolo. J'étais vraiment j'ai un peu fait ça par schéma en fait, et en fait ça m'allait pas quoi. C'était très bien pour plein de choses, j'ai appris plein de belles valeurs à travers ces études, notamment avec parce que c'était des jésuites qui tenaient l'ICAM, l'Institut catholique des arts des métiers, et il y avait des super valeurs humaines, mais en termes de technique, j'étais complètement pas dedans, c'était pas mon truc. Voilà, donc tout ça m'a, grâce à avoir, à force de finir par écouter enfin ce qu'il y a dans mon ventre et mes passions pour l'aventure et, et pour l'amour pour la nature, bah, j'ai fini par m'aimer, quoi. Hmm. Quelle belle introduction. T'as réussi à écouter ce qu'il y avait au fond de ton ventre. On pourrait appeler ça, ouais, oser être soi-même.
tu fais comment ça, toi, pour sentir un peu? C'est quoi ta vérité intérieure? Bah écoute, alors c'est pas vrai pour tout déjà, parce que je pense qu'il y a plein de sujets dans ma vie où j'arrive pas à savoir si je suis vraiment aligné. Et je doute encore, je me pose des questions, j'ai peur, etc. Mais c'est sûr que sur cet aspect, avoir choisi la voie de l'aventure et la protection de l'environnement, en fait, je l'ai pas fait de manière non plus très sereine, c'est-à-dire j'ai dû me planter pas mal. J'ai testé plein de boulots et de choix professionnels qui m'ont pas plu et qui m'ont fait souffrir. Donc ça a été un peu quand même si ça a été rapide, ça a été plutôt par élimination. À savoir, j'ai testé des choses. Après mes études, j'ai été travailler dans des startups digitales, j'ai été travailler dans les médias, j'ai essayé de faire des boulots de commerciaux, des boulots plutôt de journalistes. Et en fait, à chaque fois, au fond de moi, j'allais pas bien. Et donc j'ai accepté d'écouter ce mal-être. Et même si sur le papier ça rendait bien, je travaillais dans la Silicon Valley, c'est le truc un peu à l'époque en 2012, ça faisait un peu rêver tout le monde. Donc socialement c'était super, mais au fond de moi, même si j'adorais ma vie à San Francisco, j'étais pas bien dans mon métier par exemple. Et donc j'ai accepté d'écouter ça. Il y a aussi, on va dire, des circonstances qui m'ont aidé, à savoir mon visa il expirait, et donc ça posait la question de est-ce que enfin je pouvais pas rester aux États-Unis, il fallait que je re-rentre en France travailler pour la boîte pour retourner après aux États-Unis. Donc ça créait des contraintes qui faisaient que là il y avait un peu une porte de sortie. Après j'ai été aussi pas retenu, donc viré de deux jobs qui m'ont fait me dire, enfin c'est pas moi qui ai choisi quoi, mais ça me faisait un bon signal d'alerte voilà, c'était pas fait pour moi. Donc ça a été un peu on va dire par élimination, par expérience ratée, mais tentée, par échec quoi. Et à force, ça s'est affiné et j'ai fini par assumer. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai assumé que je voulais faire de l'aventure, mais je savais pas trop comment m'y prendre économiquement. J'ai juste, après le confinement, je me suis dit, bah, je vais prendre mon vélo, je vais faire une aventure. Je sais pas trop où ça va me mener, mais on m'a souvent dit que si tu fais ce que t'aimes, bah, ça allait être solaire et ça allait finir par marcher et tu allais trouver un modèle économique. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Et aujourd'hui, ça marche à une petite échelle encore, mais franchement, ça marche. Donc, je dirais pas que la théorie est exacte, la pratique a confirmé la théorie, mais pas loin, quoi. Voilà. Waouh! Je trouve ça vachement inspirant, je trouve l'exigence que tu as et peut-être que tu as eue, même si parfois tu parles de concours de circonstances, pour refuser de te retrouver dans un quotidien dans lequel tu te sens pas bien. Ouais, alors euh, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Euh, et encore une fois, c'est pas vrai pour tout. Mais c'est sûr que là-dessus, bah j'ai réussi quoi. Et ça, c'est franchement, je célèbre tous les jours cette victoire quoi, parce que je me dis waouh. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas passé cette étape. Et encore, tout n'est pas rose, hein. C'est pas genre du jour au lendemain, t'as accepté et ça marche et t'es trop bien et t'as pas des doutes. Régulièrement, je me remets en cause. Là, en ce moment, j'ai du mal à communiquer, par exemple, alors qu'une grosse partie de mon métier, c'est de communiquer. Donc là, j'ai un peu du mal à me relancer sur ce volet-là parce il est pervers, le volet de la communication. Les réseaux sociaux, c'est hyper addictif, c'est de la comparaison avec les gens. Et donc, je me dis, ah, il y a ça dans mon projet, c'est pas facile tous les jours. Donc, tout n'est pas rose. Mais effectivement, d'avoir réussi à passer le cap, je retournerai jamais en arrière, quoi. Je préfère continuer à foncer, à cravacher dans cette voie que retourner en arrière. Et je suis fier de l'avoir fait, c'est super. Je suis hyper fier de ça. Mais pour autant, ça n'a pas été simple et sur tous les aspects de ma vie, c'est pas le cas. Voilà. Hmm. J'imagine que il y a certaines, voire peut-être la quasi-totalité de ces décisions qui au début peut-être pouvaient te faire peur. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur la peur? Bah, la peur, c'est quand même ça prend une énorme place dans la vie. Franchement, c'est sûrement utile pour plein de choses, hein, la peur. C'est ce qui fait qu'on fait pas des trucs complètement irrationnels qui pourraient nous coûter la vie. C'est aussi, à mon avis, un signal d'alerte interne, euh, potentiellement sur des trucs où il te dit il faut pas y aller, et c'est une bonne chose. Mais la peur, elle est partout et elle est aussi extrêmement paralysante quand tu veux aller dans une voie.
Et moi, je trouve que c'est vraiment le sujet de la vie. C'est en fait, si tu veux avancer, et tu veux t'épanouir, il faut jouer avec cette peur, il faut la maîtriser le plus possible. Soit l'utiliser quand on pense elle a raison d'être là, soit l'écouter, soit, je dirais pas la combattre, mais en tout cas la surpasser et en fait ne pas s'arrêter à elle, quoi. Quand on a peur d'aller vers ce qu'on pense au fond de nous être ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Là, la peur, ça devient handicapant, quoi. Et ça, c'est une énorme, ça peut se créer une énorme souffrance. Et ouais, ouais, il faut l'accepter, ça c'est sûr, mais il faut aussi apprendre à l'outrepasser, à la combattre si besoin. Mais en tout cas, elle est omniprésente et il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas avoir peur. C'est les gens qui n'ont pas peur, c'est du gros bullshit, je pense. Ouais. C'est de l'arrogance. La peur, elle est super puissante, quoi. C'est un énorme élément dans la vie euh, qui peut faire beaucoup de mal, mais qui peut être aussi salvateur. Hmm. J'ai la croyance que pour moi, la peur, très souvent, c'est une illusion. J'ai cette phrase en tête. Si la peur frappe à ta porte et que tu ouvres, tu verras qu'il n'y a personne. Est-ce que toi, tu as pu observer dans des décisions que tu as prises qui te faisaient peur, un avant ou un après, ou juste après, tu dis putain, mais en fait, ça va? Ou alors est-ce que tu as expérimenté ça différemment? Ouais, ouais, non, complètement. J'ai eu plein de fois des situations où j'ai eu peur et ça allait. Euh, Bah, tu vois, typiquement, donc moi, ma fin de Plastic Odyssée, donc 3 ans d'association, on s'est associé à 4 mecs et, et on était donc quatre cofondateurs et c'était pas simple de trouver sa place à quatre. Et moi, je marchais un peu sur les plates-bandes de Simon sur sa partie représentant de l'entreprise et sur Alexandre sur sa partie communication. Et tout ça, et alors il y a eu d'autres sujets qui faisaient que le projet ne m'allait pas. Voilà, c'était très centré plastique. Il y avait beaucoup de techniques. Et alors que moi, ce qui m'excitait, c'était vraiment la partie expédition, aventure. Et finalement, elle venait pas trop. Je perdais un peu patience là-dessus. Donc il y a eu pas mal de sujets, mais c'est sûr qu'il y a eu une situation qui s'est dégradée entre nous, humainement, et donc ça a fini par la solution, elle a été prise par les autres, à savoir j'ai été sorti du projet, euh, et en fait ça m'a fait extrêmement peur. Là j'ai fait des énormes, franchement j'ai grave été au fond du trou, mais comme jamais, rarement, enfin comme rarement dans ma vie, ça a été très très dur. J'ai été suivi, etc. Waouh. Ouais, 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 maintenant j'en parle, mais c'est la première fois que enfin, c'est une des premières fois que j'en parle parce que ça a mis beaucoup de temps, ça fait 4 ans maintenant, donc c'est digéré. Et vraiment, sur cette période après la rupture avec Plastic Odyssey, j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en remettre, que j'ai perdu le projet de ma vie, que c'était la fin du monde, enfin, tu vois. Et en fait, je pense que d'une part, à force, en prenant des grandes respirations, en avec le temps, c'est pour moi c'est un allié incroyable dans la vie quand même. Le temps crée la prise de recul, tu vois, et parce qu'on est tellement pas rationnel dans ces moments d'émotion très puissantes, donc on perd bah, comme une rupture amoureuse, tu vois. Enfin, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on sort, on est complètement enfin, je sais pas si tu as vécu des ruptures amoureuses, mais c'est extrêmement violent et on perd complètement on est plus du tout objectif et on pense que le monde s'effondre. Et en fait, j'ai vécu ça vraiment comme une rupture amoureuse, tu vois. Et donc j'étais complètement perdu. Et en fait, avec le temps, bah, j'ai repris un peu confiance. Je me suis donné aussi, je me suis un peu reposé. Je suis parti loin. Ça, je pense, que ça fait du bien. Je suis parti faire un grand voyage un peu lointain qui m'a fait prendre une prise de recul, qui te détache de l'endroit parce que ça devient très géographique. Hmm. Donc, je me suis éloigné de l'endroit, pas complètement parce que le but c'était pas de fuir, c'était vraiment de prendre du recul. Et,
Et tout ça, de fil en aiguille, bah, je l'ai surmonté. Et en fait, j'ai eu d'une part une volonté de me dire, bah, c'est peut-être aussi l'occasion de me rappeler, avec un peu de recul, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce projet et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je voulais vraiment quand je disais que j'étais malheureux, j'étais pas heureux et j'étais frustré. Et bah, peut-être que c'est l'occasion de tenter vraiment ma chance sur ce qui m'attire, donc plus de l'aventure sportive. Il y avait ça d'une part, donc ça m'a un peu créé ça dans mon process de guérison, on va dire. Et, euh, et l'autre chose, c'est pas trop ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, je pouvais, enfin, j'ai un peu pris du recul, j'ai un peu relativisé sur ce qui m'arrivait, et ça m'a permis de construire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis hyper, en fait, avec du recul, c'est incroyable. Aujourd'hui, je bénis presque cette rupture. Ça m'a fait méga avancer cet échec. Je suis franchement, heureusement que je suis parti du projet. Je suis hyper heureux d'avoir fait ce que je fais aujourd'hui. J'ai plus du tout de rancœur, de regret. Je pense que quelque chose me drivait un peu au début. C'était un peu la vengeance, une sorte de vengeance, un peu de je veux prouver que tout seul je peux y arriver. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout vraiment, et c'est pas du tout du marketing que je dis là, j'ai plus du tout ce sentiment de vengeance. On s'est revus plusieurs fois avec les autres et ça va beaucoup mieux. Et en fait, je suis apaisé et presque, enfin, je les ai quasiment remerciés et on s'est même mutuellement, enfin, on avait tous, ça nous faisait tous souffrir. Et en fait, voilà, ça m'a fait grave avancer et c'est une super leçon. Je sais que c'est très américain de dire l'échec est utile, mais là, vraiment, c'est une énorme preuve que l'échec m'a fait avancer et m'a permis d'aller plus loin dans la voie qui m'épanouit. Et heureusement que j'ai vécu ça, quoi. Mmh. Tu dis c'est une énorme leçon. C'est quoi du coup la leçon, si tu devais en retenir une de cette expérience? Bah, enfin, moi, je pense que du coup, dans ces situations très dures, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, quoi. Et que la leçon, c'est que la guérison, elle se fait par le temps. Enfin, moi, vraiment, il faut donner le temps il faut accepter que ça soit douloureux, accepter que ça prenne du temps. Mais surtout, je sais pas, ouais, c'est la leçon, c'est que on apprend. C'est encore ce truc de Ricard, mais on apprend énormément de l'échec, quoi. Enfin, vraiment, je pense que je serais pas en train de faire le métier de mes rêves si je m'étais pas planté à ce point-là, quoi. Voilà. Mmh. Donc, C'est ouais. c'est un peu ça la leçon, je pense. Tu vois. Mmh. C'est tellement rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui dit mais je fais les métiers de mes rêves. Bah ouais, mais c'est vrai et c'est ouf. Et tu vois, j'ai mis longtemps à le dire. Alors, tout, encore une fois, n'est pas parfait. Je le répète, je veux pas que ça soit genre, on pense que je passe ma vie à me dire c'est génial. Il y a des moments de moins bien, mais honnêtement, franchement, je kiffe trop ce que je fais et c'est ouf, quoi, parce que ouais, c'est vraiment ce que je rêvais de faire. Euh, Et j'ai mis longtemps à le dire parce que je sais pas si c'est français ou quoi, mais il y a un peu une certaine, on prend ça un peu pour de l'arrogance, de la prétention, de dire je fais ce que je kiffe, tu vois, je suis bien là-dessus. Mais c'est vrai, tu vois, honnêtement, c'est cool parce qu'on est tout le temps dans la quête du bonheur et tout dans une société et on a l'impression, il y a un peu un contre-discours qui dit il faut arrêter avec le bonheur et tout. Et je suis d'accord, on a un peu trop mis toutes les billes sur le bonheur et il faut être heureux et tout. Mais c'est cool aussi à un moment que des gens trouvent le bonheur et que ça marche, tu vois, parce que bon, j'en ai marre d'entendre que des discours où on est en quête, en quête, en quête. Bah, c'est cool aussi à un moment de le trouver le truc, tu vois. Et moi, en tout cas, sur cet aspect-là de ma vie, je suis trop. Enfin, je veux surtout pas faire autre chose, quoi. Genre, je suis Mmh. temps, tout n'est pas tous les jours simple parce qu'il bah, il y a des histoires, faut gagner sa vie. Il y a des moments où on doute sur. Voilà, moi, c'est de la prise de parole et en ce moment, j'ai plus de mal sur les réseaux et je me compare et ça crée du FOMO et c'est un peu l'enfer. Mais putain, je suis trop content d'être dans cette voie et pour rien au monde, je changerais. Et franchement, ça me rassure vachement sur les 30 prochaines années de ma carrière dans le sens où je me dis, c'est bon, grâce à Plastic Odyssey puis ça, je suis parti dans la voie où mon métier sera pas juste une souffrance et quelque chose d'alimentaire. Enfin, peut-être, on n'est jamais à l'abri d'un changement, mais
tu vois, je me suis prouvé surtout à moi-même plus qu'aux autres que j'ai des compétences qui ont une utilité, qui sont monétisables et en plus qui m'épanouissent. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Hmm. C'est beau, Benjamin. J'ai 150 pistes pour pouvoir continuer cette interview. Euh, tellement il y a de sujets intéressants dont tu parles. Euh, je vais prendre cette phrase, moi, que j'avais un peu en tête de Jordan Peterson qui dit l'objectif de la vie, c'est pas d'être heureux, mais c'est d'avoir du sens. Et Hmm. qu'en cherchant du sens, tu deviens heureux. Tu as des moments où tu es vraiment heureux. Est-ce que tu rejoins un peu cette phrase-là? Ouais, ouais, ouais. Moi, alors j'ai des moments de pur bonheur, notamment, moi, ce qui me rend très, très heureux quand même, c'est mes moments d'aventure, vu que voilà, hein, c'est vraiment c'est ma grande passion. Alors c'est très auto-centré, hein, évidemment. C'est ce que aussi, c'est aussi ce qui peut être reproché sur un choix de vie comme ça. Ces moments que je passe en aventure sont assez solitaires, mais je suis très très bien dans les montagnes, notamment. C'est un endroit que j'adore. Et ça me fait, je rayonne, je pleure de joie là-haut. Vraiment, je me lâche complètement émotionnellement. Euh, donc oui, j'ai des moments de bonheur, mais effectivement, je pense que c'est ce qui est important, enfin, c'est de se sentir aligné. Enfin, moi, quand je travaillais à vendre des logiciels à des boîtes pour faire des hackathons, quand je vendais des espèces d'interviews sous forme de publi-reportage où on vendait de la pub à des entreprises, qu- quand je vendais des solutions de paiement chez Payplug à des commerçants, tout ça, c'était bien utile. Mais en fait, et je comprends qu'il y ait des les fasse vibrer. Mais juste, moi, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas de sens pour qui? Moi, je me sens artiste, je me sens aventurier, je me mens là, en fait. Et donc, en fait, de donner du sens, c'est hyper apaisant. C'est une espèce de thérapie interne en mode, c'est bon, quoi. Enfin, là, je me mens plus, quoi. Et en fait, de plus se mentir, c'est tellement apaisant. Enfin, ça libère de ouf, quoi. Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça. J'ai parlé dans mon tout premier épisode de podcast que si c'est pas l'alignement, c'est un mensonge intérieur. Et ça me fait du bien de l'entendre de ta bouche. Ouais. Tu parles d'un sujet aussi, moi, auquel je me connecte vachement. Tu parles de communication. Aujourd'hui, t'es une certaine figure, je dirais, dans la transition écologique, sur les expéditions que tu fais, à travers ce que tu prônes, la sobriété. Et tu parles en ce moment de cette complexité que tu as à trouver ta position et à te sentir à l'aise à communiquer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau social qui me demande énormément d'énergie pour arriver à être moi-même et à me libérer de ce que les autres font et écrivent. Je trouve aussi que LinkedIn, parfois, c'est un réseau, surtout malheureusement dans le domaine de la transition écologique, où il y a énormément de critiques pour mettre en avant son produit, sa boîte, tout ce que l'on fait. Et ce qui fait que moi, j'ai pu poster depuis 3 mois alors que je suis dans un métier aussi où on attend que je publie parce que t'as des boîtes qui font la moitié de leur chiffre d'affaires avec ce réseau social là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette période que tu traverses et comment tu la gères? Bah ouais, ouais, c'est une période compliquée par rapport à ça. Et ce que tu dis résonne totalement. C'est un peu ce que j'ai comme problème. Donc moi, je postais plus. Il y a un an et demi, j'ai posté. Et en fait, je pense qu'on était beaucoup moins aussi à poster sur ce réseau social-là. Et mes posts marchaient très très bien. Mais j'en faisais pas tant que ça, tu vois. Mais il marchait bien. Je pense que j'étais assez. Il y avait cette espèce de d'innocence tu vois, quand tu te lances dans quelque chose, un peu la chance du débutant, on va dire, tu vois. Et je me sentais assez libéré. Je me rendais pas trop compte que je touchais des gens et qu'ils me suivaient, machin, etc. Donc j'étais assez libre. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est crispé. Une des premières choses, c'est effectivement que tout d'un coup, en un an et demi, franchement, ce réseau social-là, il s'est transformé. Tout le monde s'est mis à vouloir communiquer.
Et en fait, derrière ça, moi, je ressens beaucoup d'ego. C'est que on n'arrive plus trop à savoir si les gens communiquent vraiment pour défendre la cause ou pour se faire connaître. Après, peut-être signer des conférences. Enfin, tu vois, mais moi, je me suis posé la question, je le fais pourquoi, en fait? Pour faire signer des conférences ou juste parce que j'ai des opinions que j'ai envie de partager, etc. Mais je ressens que tout le monde un peu est en train de poster pour faire booster son business. Enfin, c'est du marketing, c'est du gros hacking, là, comme ils disent. Et, euh, et en fait, ça devient, même dans l'écologie, avec soi-disant une cause pure et tu vois, désintéressée, humaniste, moi, je vois de plus en plus de gens très intéressés, tu vois, et qui ont des cadences robotiques de poste. Et en fait, peut-être c'est bien pour eux, tu vois, c'est bien pour leur business, etc. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a un truc un peu malsain. Je me demande si c'est pas finalement le grand gagnant, c'est pas LinkedIn et les GAFAM, tu vois, qui nous rendent complètement, encore une fois, addicts. Et l'addiction, c'est jamais sain, tu vois. Genre, même quand on poste plein de fois sur les réseaux sociaux, on dit qu'on est des oufs, qu'on regarde pas les autres. En vérité, je connais pas un influenceur, une influenceuse, même dans le climat, qui est pas en fond de lui un peu addict à ses réseaux sociaux, à sa notoriété, à voir ce que les autres font, à se comparer. Enfin, c'est extrêmement pervers ce truc. Et puis il y a de la dopamine dans tous les sens. Donc tout ça a commencé à prendre une ampleur folle dans ma tête et à me paralyser un peu, tu vois, à me paralyser, à me faire me sentir mal et à me comparer vachement, à me dire mais j'arrive pas à produire autant que les autres. Je sais plus quoi dire et puis tu vois, je déprimais si je faisais pas le standard de like d'habitude. Je sais plus trop de quoi parler parce qu'en fait il faut poster mais je sais j'ai plus d'idées. Enfin, je trouve que sur LinkedIn en plus il faut poster de manière qualitative, il faut creuser les sujets. Et donc j'ai paniqué. Et donc là, aujourd'hui, mais même sur Instagram, c'est pareil. Sur un peu tous les réseaux, là, j'ai du mal à poster parce que je suis un peu paralysé par cette espèce de course à la notoriété sur les réseaux sociaux, à la course et puis aussi l'algorithme qui nous impose. Tu vois, maintenant, l'algorithme, il nous force à faire plus de vidéos, notamment sur Instagram. Il nous force à poster plus régulièrement. Il y a des gens qui s'amusent à sortir des classements des influenceurs sur Instagram, sur LinkedIn, les top voice. En fait, ça crée de la concurrence, c'est hyper malsain tout ce qui se passe, mais on se fait tous un peu embarquer là-dedans. Et donc moi, je suis un peu paralysé et ça me déprime pas mal parce que en même temps, sans ça, je perds, on va dire, en notoriété, je signe moins de conférences, je suis moins à la page, je fais moins partie des gens, tu vois, et c'est hyper malsain, mais je le dis, je l'avoue, tu vois, ça crée ça chez moi. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu du mal à voir c'est quoi l'issue de ce sujet-là. Je pense que le truc sain, c'est de s'écouter, se recentrer. J'ai pas mal coupé les réseaux sociaux aussi à des moments, ça m'a fait beaucoup de bien, mais très vite tu retombes dedans. Quand tu fais une période trop violente de coupure, en fait, tu retombes dedans après. Euh, donc j'essaye de me dire, il faut vraiment que je me concentre sur qui je suis, ma manière de poster, peu importe le rythme. Il faut que je partage des émotions, il faut que je revienne sur en fait mes sujets, là où j'ai de la légitimité, savoir le voyage et la sobriété. Et voilà, mais en fait, je fais ça et dans les faits, pour l'instant, j'y arrive pas trop. Donc on va voir comment ça évolue. Écoute, j'ai pas trop la réponse, mais tu vois, c'est pervers ces trucs, c'est l'enfer, quoi. Hmm. Je me connecte tellement à toi et cette question, elle est pas anodine de mon côté. C'est que j'ai pas aujourd'hui non plus la solution et mon intégrité d'homme, elle est tellement importante et faire des choses dont je suis vraiment fier et qui soient vraiment connectées à moi, c'est hyper important. Parfois, je me suis vu à faire 3 posts en une semaine et à me retrouver le dimanche en disant, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et Hmm. est-ce que c'est vraiment ce que tu es au fond des tripes que tu es en train de partager ou tu essaies de choper, tu essaies de rentrer dans un moule, une certaine tendance qui est très liée au business et j'ai malheureusement pas la réponse à ça. Et moi, je souffre énormément en fait du regard des autres parce qu'aussi j'ai peur, du coup, à travers le fait que je poste, d'être perçu comme un gars qui en fait fait un peu comme les autres, mais et malheureusement, il y a une once de jugement quand je dis un peu comme les autres, alors que c'est pas du tout représentatif de peut-être l'intention de certaines personnes. Mais c'est vrai que j'ai pas la réponse à ça non plus, et Hmm. c'est assez, enfin, ça me prend beaucoup d'énergie mentale aujourd'hui en tout cas. Donc, Ah ouais, ouais, c'est moi aussi. Donc on est dans le même bateau. Mais ouais, ouais, non, j'ai pas là à l'heure actuelle, j'ai pas craqué le truc. Je pense qu'après, encore une fois, je reviens au temps. Ce que je me dis quand même de temps en temps là, ces derniers temps, ça fait beaucoup de fois le mot temps. C'est
j'espère que c'est un peu cyclique, enfin que le temps va faire les choses, que je vais me détacher de ça, que je vais rentrer dans une autre phase, je sais pas, après l'été, je sais pas, je me donne même pas de temporalité parce que sinon ça met la pression. Mais, euh, mais tu vois, et là c'est une phase, en fait, quand je prends du recul, c'est pas si, ça fait que depuis début mai que j'ai un peu ce blocage. Euh, donc ouais, ça fait même pas, ça fait un mois et demi, 2 mois, tu vois, que j'ai vraiment un blocage. Peut-être que ça va passer. C'est qu'il y a aussi d'autres sujets dans ma vie, tu vois, qui font que j'ai plus de mal à me focus là-dessus. Enfin bref, il y a des, voilà, le temps va un peu aligner les choses, mais il y a aussi une sorte de maturité face aux réseaux sociaux. Je pense que, en fait, moi, je vois pas mal de gens qui buzzent et qui marchent bien sur les réseaux, qui montent très fort, et après, ça planit, ça descend un peu, puis après, ça monte, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est, tu vois, ces courbes où ça monte très fort, et après, ça monte beaucoup plus lentement, mais de manière Mmh. saine, tu vois, beaucoup plus saine. Et je pense que là, je suis un peu dans cette espèce de creux, et peut-être qu'après, ça va être plus sain, je sais pas, tu vois, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mmh. Est-ce que du coup, tu te mets une pression additionnelle, par exemple, au niveau business? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et tu parles de communication, c'est un de tes piliers pour trouver des nouveaux clients. T'es, entre guillemets, quand on est aventurier, donc t'es ta propre brand, entre guillemets. Est-ce que Bah ouais, ouais. ça... Ouais. Ah oui, ça met une pression business, c'est sûr. Après, là, ce qui est bien, c'est que ça a plutôt bien marché jusqu'à là, on va dire. Là, j'ai eu encore des confs jusqu'à 11 juillet. Ça a super bien marché là, ces 6 premiers mois. Ce qui fait que moi, tu vois, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas, je cherche pas. C'est aussi ça qui est cool. Ce qui me plaît avec l'auto-entrepreneuriat, c'est qu'il y a un peu un plafond, tu sais, que tu peux soi-disant dépasser une année sur deux, je sais pas quoi, mais en gros, il y a quand même un plafond. Et en fait, c'est un plafond que je trouve pas mal parce que ça me donne un objectif. Et j'aime bien cette idée, c'est une croissance un peu capée, tu vois. Et en fait, bah, moi, ça me va si j'atteins ce plafond, de pas trop me prendre la tête. C'est déjà super bien de l'atteindre, tu vois. Et voilà, ça me donne un peu un cadre. Donc je me dis, bah écoute, si j'atteins ce plafond, et voilà, là, cette année, ça va plutôt bien, bah, ça me laisse, je vais un peu me lâcher la grappe sur gagner de l'argent jusqu'à la fin de l'année. Alors que l'année dernière, j'étais en panique jusqu'à 31 décembre, tu vois. Hmm. De laisser un peu de la marge. Et par contre, ce qui me stresse, c'est qu'il faut que ça remarche l'année prochaine, tu vois. Il faut que ça reprenne, voilà, faut pas que ça s'effondre et puis que ça marche plus du tout. Donc, pour l'instant, je stresse pas trop par rapport à ça. Je prends assez du recul. Et je pense que c'est la bonne. En vrai, je pense qu'il faut que je maintienne cet état d'esprit parce que c'est la bonne solution. C'est assez malsain d'être trop obsédé par ça. Je pense que là, ce qui est vraiment sain, c'est que je le prenne un peu du recul, que je me remette à faire les choses qui me font vraiment vibrer, à savoir des aventures, des trucs qui me ressemblent et advienne que pourra, quoi. Espérons que ça marche, mais il faut pas que je me mette non plus trop la pression en me disant faut que je fasse ça pour que ça fasse recréer du business. Non, là, faut que je me lâche. J'ai envie de faire des trucs de docu, d'aventure, j'ai envie de me lâcher, kiffer, aller à fond dans mon délire, aventure, sobriété, faire des trucs de com qui me font, mais de com plus documentaire. Je sais pas si ça sortira sur quoi que ce soit, tu vas me lâcher et on verra bien ce que ça donne, tu vois. Bon. Mais faut déjà réussir à se lâcher, c'est pas simple, hein, parce que Enfin, c'est pour ça que j'ai hâte quand même à mon expé de cet été qui va me permettre de re-rentrer dans cette phase, je pense, tu vois, de facto. Mm. Ton expé de cet été, tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, ouais, carrément. Donc en gros, moi, depuis 4 ans, ah, c'est mon quatrième été. Et chaque été, je fais une grande marche parce que ça, c'est vraiment le sport. Pour moi, la marche, c'est pas un sport, c'est une thérapie, tu vois. Hmm. Euh, et donc, ma thérapie annuelle, c'est d'aller marcher longtemps dans les montagnes, seul, sous ma tente, d'un point à l'autre, traverser un massif, par exemple. Et donc, j'avais fait bah, la traversée des Alpes françaises du lac Léman à Menton la première année. Après, j'avais fait la traversée des Dolomites en Italie. L'été dernier, j'ai fait la traversée des Pyrénées, de l'océan à la mer. Et ça, c'était vraiment, c'est de sûrement ma plus belle expédition zéro à date. Et cet été, je me lance dans la suite de la traversée de l'arc alpin,
c'est-à-dire j'ai fait Léman-Menton, et là je repars de la frontière, donc pas loin du Léman, c'est Mhm. la France franco-suisse, et je vais traverser la Suisse par le chemin des cols alpins et la Via Alpina jusqu'au Liechtenstein, ou peut-être un peu plus loin jusqu'au Tyrol autrichien, on verra. Et voilà, ça va me prendre, je pense, au moins 3 semaines. Et j'ai extrêmement hâte parce que ce pays, même si ça va être technique pour les bivouacs, vu qu'ils sont très à cheval sur les règles en Suisse et que c'est compliqué et que tout est un peu cher dans ce pays, j'ai quand même extrêmement hâte parce que c'est un pays qui est un peu sous-coté en vrai en termes de destination de vacances et ils sont très attachés à préserver leur vallée. Et donc, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup plus de vallées sauvages en Suisse qu'ailleurs, quoi, dans les Alpes. Et donc, voilà, j'ai extrêmement hâte d'être là-bas, entouré de tous ces 4000 dans le Valais, dans toutes ces régions. Et je vais essayer de le faire en rando rapide parce que j'aime bien quand même le défi sportif. Euh, Mhm. J'aime la contemplation, j'aime marcher 12 heures par jour et me faire une trentaine de bornes, être dans l'effort, ça me plaît, aller me rajouter un sommet à droite à gauche. J'ai envie que ce soit un peu challengeant, mais je veux pas non plus battre des records et faire, voilà, mais voilà, c'est ça mon projet, quoi. Mm. Mhm. Waouh, bon, on va suivre ça avec impatience. Si tu partages un peu tout ça sur les réseaux sociaux ou quand c'est comme ça, tu te mets un peu en mode focus et tu partages pas grand-chose? Non, non, alors justement, moi je me garde chaque année des vacances, là c'était en avril où je coupe complètement et c'est des vacances privées, perso, enfin avec ma copine. Mais non, non, ça fait partie de mon métier et je partage et je prends beaucoup de plaisir. Au début, j'étais un peu c'était pas simple, tu vois, au début de partager parce que bah, tu as aussi des moments où tu as envie d'être dans ta bulle et tout. Mais en fait, maintenant, j'ai accepté et surtout, je prends beaucoup de plaisir parce que les gens me disent en tout cas qu'ils le vivent vraiment, mes aventures, ils les vivent vraiment comme un épisode d'une émission, tu vois, et qu'ils suivent et qu'ils aiment bien suivre. Et moi, j'aime bien partager avec eux et avoir cette connexion tout le long de l'aventure. Je vois que c'est pas du tout comme le reste de l'année. Les gens, on échange, ils ont envie de connaître les péripéties, etc. Et moi, je suis hyper content de montrer ça. Puis j'ai envie de montrer aux gens bah, qu'on peut faire des trop beaux voyages de manière beaucoup plus sobre. Donc non, à ce moment-là, je communique, je fais des vidéos, des photos. Et j'ai hâte de communiquer aussi, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça m'excite pas mal aussi de communiquer pendant cette expé, parce que puis, en fait, c'est pour ça que je pars seul. J'aime bien partir seul. Je pars pas toujours seul, mais j'aime bien parce que je me lâche complètement. Je peux devenir un peu fou et je suis juste hyper moi-même et c'est extrêmement jouissif d'être complètement soi-même dans ces moments-là, voilà. Et d'oser le partager, de pas avoir honte alors qu'il y a des trucs que je peux faire un peu perché, quoi. Mhm. Ah ouais, ta passion, on la sent, elle est au bout de tes doigts, quoi. Enfin, Ouais, bah c'est, là, quand tu me parles de montagne et de marche, je pense que je peux pas être plus moi-même, quoi. Mm. hmm. Tu me parles de voyage, tu me parles d'un voyage sobre. La sobriété, c'est un thème qui est vachement présent. C'est soi-disant la solution pour s'en sortir. À débattre, je suis pas forcément là pour en débattre, mais en tout cas, moi, je suis vraiment derrière, de toutes les façons, une philosophie de vie qui tend vers la sobriété. Comment est-ce que ton rapport à toi, avec la sobriété, il a évolué ces dernières années? On entend parler de sacrifices, de moins. Est-ce que toi, j'imagine que c'est quelque chose qui est relativement progressif. Comment est-ce qu'elle s'est passée cette transition, si on peut appeler ça une transition pour toi, euh, connectée à la sobriété? Moi, je pense que j'ai eu plusieurs phases. Déjà, j'ai grandi dans une famille qui avait plutôt enfin, qui avait pas de problème financier. Enfin, au début, quand mes parents étaient jeunes, je crois que c'était pas simple, mais après, enfin, moi, j'ai jamais connu de problème financier, tout allait bien. Pour autant, voilà, c'était des parents. Alors, ils étaient chefs scouts à la base, et c'est des parents, tu vois, qui ont des valeurs chrétiennes, et ils ont un côté là-dedans qu'ils ont cultivé qui est assez de sobriété finalement. Tu vois, on n'a jamais été bling bling nouveau riche. Nos vacances c'était dans un vieux camion pourri retapé à l'arrache par mon papa. On descendait les gorges du Tarn en radeau avec des chambres à air de tracteur et je sais pas, un sommier de lit de ma tante.
et on passait 8 jours là-dessus. Donc on faisait beaucoup de bivouac et de montagne. Donc finalement, on avait déjà ce rapport à travers nos vacances et même dans notre mode de vie. Enfin, on n'avait pas des Game Boy, des trucs. On était plutôt on faisait des cabanes, etc. Donc on avait un mode de vie assez lié à la nature, assez, tu vois, même si on était carrément privilégié, on avait un mode de vie quand même assez simple et humble. Et donc j'ai toujours pu ça, mais j'avais aucune idée que c'était la sobriété. Moi, je voyais plus ça. Enfin, c'était une forme de sobriété tout en étant très bien loti. Euh, mais je voyais plus ça comme de la chrétienté, enfin des croyances, voilà, enfin, ce qui est un peu le cas. Et en fait, après, moi, j'ai été un peu happé par notre système et j'ai commencé à rêver Je suis allé en école d'ingé, mais je ne comprenais pas trop ce que je faisais là. Donc après, j'ai fait un master en école de commerce et là c'est là où j'ai commencé à être happé un peu dans ces années-là par la société qui nous disait qu'il fallait faire du pognon et conquérir le monde et tout ça. Et donc là, j'ai commencé à faire plein de boulot. Ma vraie motivation derrière tous mes boulots, c'était quand même beaucoup de voyager, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'a amené à la Silicon Valley où là, j'ai vu plein de gens très cool, hyper passionnants et tout, mais qui avaient tous envie de gagner beaucoup d'argent. Et Hmm. on consommait à mort la nature, on passait notre vie à faire des kite trips, des surf trips partout, des machins, et on était dans l'excès sans vraiment s'en rendre compte. Euh, et donc j'ai été pas mal happé par ça. Et donc je voyais à ce moment-là, je m'en foutais de la sobriété à ce moment-là, j'avais envie d'avoir un plus gros appart, de faire des plus grands voyages, etc. Mais je pense que j'étais pas moi-même, quoi. J'étais vachement influencé par la société. Et avec mon premier déclic un peu avec Plastic Odyssey, mon deuxième avec le confinement, avoir participé à une fresque du climat, la prise de conscience sur le réchauffement climatique et tout, ça m'a un peu ramené à une vision différente du monde. Et puis en fait, ça m'a ramené à qui j'étais avant plutôt, et qu'est-ce qui me faisait vibrer avant. Et là, j'ai un peu découvert la notion de sobriété où je me suis dit, j'ai commencé de plus en plus à la redécouvrir sous le prisme des choses dont on a besoin dans la vie, à savoir le temps, l'argent, la santé. Je mettrai ça là-dedans. Et de me rendre compte au fur et à mesure que cette course-là à toujours plus, bah, j'avais du mal avec ça à répondre à mes besoins de temps libre, à mes besoins de sécurité financière, parce qu'en fait, ce modèle, il te pousse à toujours consommer des trucs plus chers, des appartements plus chers, des voitures plus chères, des tout plus chers, et en fait, il faut toujours gagner plus d'argent, donc tu vis à crédit tout le temps. Et après aussi des besoins de bien-être et de santé mentale et physique. Et je me suis dit, j'ai commencé à réaliser que les moments où je me sentais vachement bien par rapport à ces trucs court-termistes, à ces bénéfices directs, c'était des moments simples, en fait. C'était des moments de longue itinérance, c'était des moments où je faisais des choses très simples, très connectées à la nature, c'était des moments où je travaillais moins. C'était des moments voilà, où je me comparais moins aux autres, où j'étais plus moi-même. Et tout ça, en fait, c'est une sorte de définition, ma définition de la sobriété. C'est cette espèce de changement de paradigme où tu te dis, bah, en fait, pour me sentir bien, faut que j'ai beaucoup de temps faut que j'ai beaucoup de temps libre, faut donc pas que j'ai trop d'objectifs financiers parce que ça m'aliène, faut que je fasse beaucoup de sport, que je sois dans la nature et en fait, c'est ma meilleure thérapie psychologique et physique. Et tout ça, c'est ça la sobriété, quoi. Pour moi, c'est vraiment, j'ai une vision aujourd'hui de la sobriété qui est vachement plus centré sur ce que ça m'apporte à court terme, de manière assez même égoïste, on va dire, qu'en fait la modération, c'est bon pour son bien-être, c'est bon pour ses économies financières, c'est bon pour son temps libre, c'est bon pour beaucoup de choses. Et c'est à ces bénéfices directs que je me raccroche aujourd'hui dans ma quête de sobriété, quoi. Mm. Hmm. Merci. Ça fait du bien de l'entendre. Ça fait du bien de l'entendre. Quelque chose en lequel je crois tellement et qui, moi, m'a rendu tellement plus heureux. Ça part d'un alignement, en fait. Ouais, voilà. C'est ça, Et c'est ça. ouais. Mm. Je vais aller sur un terrain peut-être un peu glissant, mais je suis curieux de savoir ce que t'en penses. Je me vois comme quelqu'un de pacifiste, tu vois, un gentil. Je suis hyper positif. Genre le militantisme, par exemple, c'est quelque chose j'ose espérer qu'on peut s'en sortir à travers la raison, le, euh,
l'amour entre guillemets, ça fait un peu bisounours, tu vois. Mais enfin, je me pose souvent cette question. On nous dit que pour s'en sortir, bah voilà, la sobriété c'est un des piliers majeurs. Mm. À côté de ça, il y a, j'imagine, t'as suivi un peu l'actualité. Il y a Total qui est en train de foutre sa nouvelle pipeline en Afrique. Et je me demande comment trouver sa justesse en fait. D'un côté pour bah ouais avancer personnellement et faire son chemin, mais d'un côté comment si on veut aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut trouver sa justesse pour tout de même être acteur, pour faire évoluer une société où tu parlais du toujours plus, du toujours profit, est quand même encore vachement motrice aujourd'hui dans notre société. Bah ouais, ouais, complètement, hein. C'est sûr que une poignée de gens sobres, écolos parfaits dans leur coin, si ça va pas changer le monde, ça va pas du tout changer la direction du monde, donc il faut d'autres modes d'action. Euh, et moi, je pense qu'on a extrêmement besoin de ces militants, militantes. Je suis assez admiratif et même je pèse mes mots face à des Camille Etienne, face à des Greta, à, à tout, à même des Salomé Saké, des Paloma, de tous ces gens à des bons potes, à tous ces gens qui qui rentrent un peu dans l'art, on va dire, de cet ancien modèle qui veut pas changer, parce qu'il y a notamment des gens, ils ont trop de privilèges de, à court terme et ils n'ont pas envie que ça change, quoi. Donc moi, je pense qu'on a absolument besoin de militantisme, de désobéissance civile, de lutte pour faire avancer cette cause. Pour autant, j'arrive pas à trouver ma place là-dedans. Peut-être parce que j'ai peur. Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a peut-être, de manière très honnête, il y a peut-être une peur de me dire si je suis trop dans l'agressivité. Mais c'est pas la première raison, franchement, honnêtement. Mais si je suis trop dans l'agressivité, bah en fait, tu vois, j'ai un peu peur de me faire mal voir par les boîtes et du coup de plus pouvoir vivre, quoi, parce que j'ai mon modèle économique qui dépend aussi de tout ça. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise raison, parce que je me rends compte que ceux qui vont à fond dans leur direction, peu importe laquelle, même si elle paraît hyper extrême, bah ça capte, ça attire, quoi, et ça intéresse tout le monde, en fait, tu vois. Et je pense qu'une Camille Etienne intéresse énormément de boîtes, tu vois, alors qu'elle leur rentre dedans tout le temps, quoi. Et donc je pense que c'est une mauvaise raison, mais il y a un peu de ça. Mais par contre, il y a vraiment un truc beaucoup plus fort chez moi là-dessus, c'est que je souffre d'être tout le temps en colère. Donc c'est assez égoïste, tu vois, on va dire, mais c'est assez recentré sur moi. Mais en fait, moi, ça me fait vachement enfin, déjà que je trouve que le monde est assez déprimant, que moi-même je suis sujet de temps en temps à un peu des dépressions, bah, d'éco-anxiété, de problèmes d'alignement de sens sur certains aspects de ma vie, etc. Je trouve que ça fait beaucoup de sources de souffrance et être tout le temps dans le reproche, la colère, la dénonciation, je trouve ça épuisant et ça me ressemble pas en fait. Ça me ressemble pas. Moi, j'ai envie de montrer la beauté du monde, j'ai envie de kiffer, j'ai envie que ça donne envie de kiffer aux autres différemment. Ça me fait vachement de bien et puis je crois qu'on a besoin aussi de ça, de gens qui sont dans raconter un imaginaire qui donne envie. Tu vois, là, ce matin, je regardais, il y a un mec qui monte vachement en ce moment sur les réseaux sociaux, là, qui s'appelle Gaëtan, je sais plus quoi, qui travaille pour Vers le Média. Euh, Mhm. il fait tous les jours, lui, tu vois, typiquement, lui, il est méga fort. Tous les jours, il fait un réel à 9 h du mat. Enfin, le gars, c'est une machine. Euh, et, euh, et tout à l'heure, je parcourais ses réels, là, et je vois que celui qui a fait le plus de vues, enfin, je crois, bah, mais j'ai l'impression que celui qui a fait le plus de vues de loin, c'est un réel où il annonce 5 bonnes nouvelles pour l'environnement. Alors que Trop bien. tous ces autres réels, c'est des dénonciations. Tu vois, il dénonce quand Macron boit une bière. Alors moi, je suis d'accord avec lui, mais au bout d'un moment, euh, et pour moi-même, et tu vois, genre en fait, de tout le temps dénoncer, c'est bien, il faut le faire, mais c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer pour soi et c'est l'enfer. Enfin, tu veux dire que t'es tous les jours vénère, tu vois. Et donc, faut être super fort. Ça se trouve, ce gars est super fort et équilibré émotionnellement. Ça se trouve, il a plein d'autres choses qui le mettent dans une bonne vibe à côté et c'est super sain. Mais moi, je sais que chez moi, ce serait pas sain du tout, que je finirais par être tout le temps vénère. Parce que j'ai eu une période comme ça, après avoir fait la fresque du climat pendant plusieurs mois, à dénoncer à mort tous les problèmes de canicule et tout ça.
sais pas, en fait, je m'auto-déprimais, j'en pouvais plus. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu lâché ce côté-là. Et j'ai envie de me reconcentrer sur, j'ai envie de rayonner, d'être solaire dans un mode de vie qui est écolo et même de plus parler d'écologie, tu vois. J'ai plus envie de parler d'écologie, j'ai juste envie de parler de à quel point je suis heureux dans un mode écolo sans qu'on dise pour autant que c'est écolo, tu vois. Voilà. Hmm. Et C'est pas, des approches. Ouais. non, mais pas forcément toujours dire je suis heureux parce que ce serait pas vrai, mais montrer tout ce que je gagne et tout ce qui est kiffant là-dedans en parlant des bénéfices directs et en arrêtant de parler d'écologie, parce que je crois qu'on a quand même globalement compris que c'était la merde, tu vois. Hmm. Je, c'est- je te rejoins tellement. C'est des approches philosophiques qui sont différentes en fait. Et c'est vrai que moi, je me dis, mais l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de la sauver, cette planète, c'est parce qu'on s'y sent bien, quoi. Ouais, voilà. On s'y sent bien et j'ai pas envie de mal m'y sentir pendant 40 ans à cause de connards. Ouais. En fait, j'ai un passage sur cette terre, j'ai déjà 35 ans. Euh, J'aimerais quand même, malgré tous ces problèmes, bah, l'apprécier, ce passage. Et j'aimerais que les gens après moi l'apprécient aussi. Donc voilà, je me sens bien. Moi, quand je suis dans la montagne, je me sens trop bien, en mer aussi. Et c'est ça que j'ai envie de partager, qu'il y a encore plein de belles choses à vivre et qu'on peut le vivre de manière... En fait, que la simplicité nous apporte ça, quoi. Et voilà, moi je pense qu'il faut de tout dans les mouvements militants. Moi j'ai envie de faire partie de la frange qui crée le nouvel imaginaire, qui crée le nouveau rêve dont on a peut-être plus besoin que l'ancien pour continuer à habiter cette planète. Je pense. Ça me fait du bien de manière très individuelle d'être sur cette créneau-là et je pense que c'est aussi d'utilité publique. Ouais. Hmm. J'aime bien, tu me parles de ces deux paramètres de la souffrance. Je posais comme question à Noël à ma famille, mais en fait, comment on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qui fait que les gens changent? Et mon père, avec sagesse, répond, mais il y a deux grands paramètres du changement. Il y a le rêve et la souffrance. Et j'entends bien le choix que tu fais, auquel je me connecte pleinement. Je pense que c'est une très belle. Il a parfaitement résumé ce que j'essaye de dire depuis 20 minutes en parlant, quoi. Il a bien mieux résumé que moi. Je suis hyper d'accord avec cette phrase, qu'il y a le rêve et la souffrance, il y a les besoins des deux, et que moi j'ai envie de choisir le camp du rêve parce que l'autre il est trop dur, quoi. Mm. Hmm. J'ai une dernière question pour toi, Benjamin. Si la prochaine chose que tu allais entreprendre ou le prochain projet que tu allais lancer, tu étais sûr que ça allait être un succès, qu'est-ce que tu ferais? Euh, bon, moi j'aimerais beaucoup. Mon rêve, un de mes grands rêves, c'est quand même de faire un film. J'aimerais beaucoup faire un film. En fait, de craquer ce truc, de faire le film qui te donne envie à la fin de changer de vie, tu vois, d'avancer. Ça paraît utopique, hein, mais je suis dans... De toute façon, il faut vivre avec des utopies, il faut croire. Grave. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Euh, J'adore celle-là, c'est vraiment ma préférée. Et d'ailleurs, c'est de Simon, mon ancien associé de Plastic Odyssey, que la première fois que je l'ai entendu. Tu vois, il m'a apporté ça aussi. Euh, et donc, moi, mon rêve, ce serait de sortir euh, un film où vraiment assez bien foutu, qui soit à la croisée entre la fiction et quand même une réalité possible très, très tangible, tu vois, d'un futur où, où il y aurait eu des déclics et il y aurait eu des drames, etc. Mais il y aurait enfin la lumière au bout du tunnel et on serait en train de construire une société. Alors, pas tout, et je voudrais pas montrer une société parfaite, tu vois. Je voudrais montrer une société qui fonctionne pas parfaitement, mais qui fonctionne et qui respecte les limites planétaires, qui a sa place dans le fameux donut de Kate Rivers, tu vois, avec des erreurs et tout, et de l'imparfait, forcément, parce qu'il faudrait que ce soit réaliste. Mais vraiment un truc où les gens se disent waouh, en fait, vas-y, et pourquoi pas suivre ce schéma, puisque c'est une possibilité qui s'offre à nous et ça peut le faire et ça donne trop envie, quoi. Donc voilà, Hmm. un film comme ça, ce sera un peu mon kiff. Et je pense que ça passerait aussi à travers ça. Il y a une quête, un grand voyage itinérant qui m'amènerait à ça. Je sais pas comment je connecterai tout ça, mais
espèce Moi, j'adore le voyage itinérant parce que le voyage itinérant, c'est pas qu'une itinérance physique, c'est une itinérance mentale, psychologique. Il y a une progression quand on avance d'un point à un point B, on avance dans l'effort, etc., dans l'inconnu, qui est incroyable, qui est un cheminement mental et qui se passe en nous et qui nous fait évoluer et qui fait que la personne d'après ce voyage n'est pas la personne d'avant, qu'elle a soit mûri, soit elle a découvert des choses. Donc j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'itinérant, de long, d'initiatique, voilà, dans ce film ou pour aller vers ce film. Bon, c'est un peu abstrait, mais c'est le genre de choses que je veux faire. Trop bien. Mais écoute, je, je suis impatient de voir ce que tu auras apporté au monde avec ce film. Et, je pense une fois de plus pleinement aligné. Et, euh, et bravo pour tout ce que tu fais, Benjamin. Bah, merci beaucoup Pierre de m'avoir laissé euh, me disperser et m'épanouir dans ce podcast. C'est vraiment très chouette. Effectivement, je suis content parce que tu es sorti des schémas classiques de questions et ça fait. Et j'aime bien, moi, quand ça part un peu sur plus de la philosophie, de la réflexion sur la vie, etc. C'est quand même toujours assez jouissif intellectuellement et hyper formateur, même quand on s'exprime soi, quoi. Hmm. Merci, Benjamin. Merci à toi. Ciao. C'est stop.